Bonjour. Je vous offre un Hong Kong. Ça vous dit quelque chose? J'ai pas compris. N'aie pas peur. Un Hong Kong, ça te dit quelque chose? C'est quoi? Tiens, c'est un clown. C'est pour toi, mon garçon. Bonne soirée. T'as pas le droit de rentrer, et moi je rentre, et moi je rentre, et moi je rentre. Bonjour Monsieur Ménard. Bonjour. Alors, ce sera quoi votre prochain buzz, à part celui des crèches? Je sais pas. Mon buzz, ce sera peut-être tout à l'heure d'ailleurs, vous allez voir ce que je vais dire. Peut-être que vous en serez surpris et les gens ici surprenants. Je sais pas, on va voir. Vous savez, je cherche pas le buzz. J'essaie juste, quand je prends des arénées, quand je fais des actions, de servir ma ville. Je suis un élu. J'ai la responsabilité d'une ville de 80 000 habitants. Donc je ne me fais pas plaisir, je fais plaisir à ceux que je suis chargé de défendre. Vous retentez votre chance pour faire l'union des droites. Est-ce que ce serait pas l'union des Français maintenant qu'il faudrait faire ? Non, je crois que c'est une erreur. Moi, je pense que être de droite et de gauche, c'est pas la même chose. Écoutez, moi, je suis d'une génération où j'ai vu mes copains de droite penser pendant 30 ans que M. Chevènement allait les rejoindre. J'attends toujours de voir M. Chevènement à leur côté. Regardez, il y a beaucoup de gens de droite ici, là, la droite classique, même pas des gens de gauche, il n'y en a pas. Alors, ça veut dire qu'on sait où il y a nos amis. Le problème, c'est pas les partis. Le problème aujourd'hui, c'est ce que j'essaierai de dire, c'est d'aller chercher parmi les électeurs. Et eux, ils pensent à peu près pareil quand ils sont en gros dans le camp de la droite. Donc moi je suis pour l'union de la droite, je l'ai toujours dit, je continue à le dire. Pourquoi les gens s'abstiennent? Ils s'abstiennent parce que l'image de la classe politique est déplorable, parce que les gens, quand ils sont élus, ils font pas ce qu'ils disent qu'ils vont faire, ils se trouvent toutes les excuses du monde, parce que les gens restent trop longtemps à faire de la politique, parce qu'il faut revenir à une vie normale pour toutes ces raisons-là, et parce qu'on leur ment, parce qu'on leur parle pas avec les mots de tous les jours, parce qu'on fait de la politique comme il ne faut pas en faire. Vous avez parlé de l'union des droites, que Chevènement aujourd'hui ce serait pas possible. Or, on a un centre qui a pris le pouvoir, et vous ne pensez pas que justement il serait temps d'ouvrir une voie d'encerclement du centre, avec un discours peut-être un peu plus environnemental, social, qui sont les deux questions majoritaires pour les Français. Il y a aussi une majorité de Français qui ne se reconnaissent plus dans le clivage droite-gauche. Comment on s'adresse à ces gens ? Ah mais moi j'en sais rien, la seule chose que je sais c'est que j'attends que vous arriviez à convaincre M. Mélenchon. Il nous déteste, c'est sur la question de l'immigration que ça porte. Moi, toute une partie des gens qui m'élisent à Béziers, il y a un paquet de gens qui viennent de la gauche, mais qui sont plus de gauche. Et ils rompent avec la gauche sur la question de l'immigration, la question de l'identité. Les gens, ils se sentent menacés dans ce qu'ils sont. Et ça, c'est nous qui le disons. Cette gauche-là, elle a trahi, elle trahira toujours, elle préférera toujours autre chose que la France. Elle n'aime pas le peuple, elle aime l'image qu'elle se fait du peuple. Non, c'est de la foutaise de penser qu'on va convaincre une partie de la gauche, c'est de la foutaise. Et là-dessus, Marine Le Pen a tort de A à Z. Revenir, se souder entre nous, revenir peut-être à quelque chose de plus identitaire, pour revenir à notre culture, française avant tout. C'est un peu le message. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour les Français qui nous regardent ? Oui, parce que c'est pas que ça, c'est pas que l'identité. On a besoin d'arrêter d'être les pessimistes, les tristes de l'histoire. On a arrêté d'avoir peur de notre ombre, de la technologie, arrêter d'imaginer que même les vaccins c'est dangereux, ce genre de conneries. Moi je veux une droite optimiste, une droite conquérante, une droite séduisante. Voilà ce que j'ai envie. C'est malheureusement une partie de la droite que nous incarnons est pas comme ça. Dans les années 80, où l'ennemi était encore le bloc soviétique et ses représentants en France du programme commun d'union de la gauche, qui défendait un modèle collectiviste, les gens de droite, par opposition, ont défendu la société de liberté, mais qui a basculé dans le libéralisme. Aujourd'hui, le libéralisme abouti, pour moi, c'est Macron, quoi. Et libéralisme sociétal. Ça commence par là, mais aussi le libéralisme économique qu'on sent dans la loi travail qu'a défendu M. Macron, qui veut casser tous les attachements vitaux. Donc aujourd'hui, on voit bien que le libéralisme est en bout de course, et on voit bien que oui, le libéral conservateur, c'est un oxymore. Orban parle de démocratie illibérale, qu'il oppose à la démocratie libérale.
C'est-à-dire qu'il oppose, on pourrait dire, le pays réel au pays légal. Qu'en pensez-vous? Ouais, je vois que vous citez Maurras, c'est bien, vous avez des lettres. Orban. Oui, mais Maurras, pays réel, pays légal. Oui, je pense que le système hongrois est a plus de cohérence. Le libéralisme, au bout d'un moment, les libéraux conséquents, malheureusement, c'est ce qu'ils ont fait, ont voté Macron. Quitte à être libéral, autant le l'être à fond. Donc voilà, ils ont choisi et... Ils reviendront pas. C'est-à-dire qu'ils ne repasseront plus à droite, ces gens-là vont rester dans un bloc bourgeois au centre. Je pense, mais en fait, aujourd'hui, on est tout simplement en train de rejeter le libéralisme là d'où il vient. C'est-à-dire le libéralisme est une idée profondément de gauche. Je vous renvoie aux excellents ouvrages de Guillaume Bernard. Le libéralisme est une idée de gauche qu'il nous faut renvoyer à gauche. Bonjour Monsieur Zemmour. Bonsoir. Hollande disait du PS en 2016, il faut un acte de liquidation, il faut un harakiri. Qui, selon vous, à droite, doit se faire harakiri? Le problème, c'est que LR est déjà mort. Et le Rassemblement national est puissant, mais pas assez. Donc c'est pour ça qu'on est dans une impasse politique. Les libéraux? Les libéraux, ils sont ou passés chez Macron, ou ils ont disparu. D'après vous, comment est-ce qu'on a pu passer d'une gauche à la Marcel Pagnol à celle d'un Ruffin? Il y a une tradition de gauche internationaliste depuis toujours, mais si vous voulez, je pense que la question de fond, c'est le pacifisme. C'est-à-dire que le pacifisme mène toujours la gauche à la collaboration avec le vainqueur et au nom de la paix. Et non, le pacifisme. Et donc là, c'est la même chose. L'islam est le nouveau maître totalitaire et la gauche pacifiste va faire des concessions et va se soumettre. Ruffin, comme les autres, mais surtout, vous avez vu que la France insoumise est déjà ravagée par l'islamo-gauchisme et voilà, donc c'est ça leur problème. Vous faites une transition parfaite, d'après vous. Comment une nouvelle formation politique pourrait-elle récupérer les électeurs de gauche souverainistes qui se font aujourd'hui exclure par les islamistes et les LGBTQXYZ au cœur de leurs partis respectifs? C'est la bonne question. Il faudrait un grand rassemblement, en fait. C'est pour ça que j'ai prôné un grand rassemblement, sous le terme de l'ironie, mais un grand rassemblement qui aille du Rassemblement national. De Gaulle, Exactement. On est d'accord. Et sociale, en fait. La fameuse trois droites, quoi. La légitimiste, la bonapartiste et l'orléaniste, on ne ressort pas, quoi, mais il faut les rassembler toutes les trois. Alors, vous avez été malheureusement récemment condamné. Est-ce qu'il y a encore une justice politique en France? C'est pas encore, c'est-à-dire que nous avons d'abord, et ça c'est pas la responsabilité des juges, de nombreuses lois liberticides, et les juges qui sont pour beaucoup endoctrinés par cette idéologie droit de l'homiste et antiraciste se servent de cet attirail législatif pour condamner et pour condamner pour des délits d'opinion en fait, et pour ériger autour de l'islam une espèce d'armure qu'on appelle islamophobie et qui n'existe pas en droit français, qui est le retour du sacrilège. À ce propos, est-ce qu'on peut considérer Damien Rieu, de Génération Identitaire, comme un prisonnier politique? Bien sûr, j'ai été scandalisé, d'ailleurs je l'ai écrit, par leur condamnation qui fait pendant à l'indulgence pour ce monsieur Héroux qui facilite l'entrée des clandestins. Au moins, il pourra apprendre l'arabe en prison. Hein. Aujourd'hui, il y a 3 camps, le Front indigène blanc, le Front halogène et l'État en tant que tel assis sur sa bourgeoisie. Plus le temps passe, plus le bloc bourgeois s'amenuit. D'après vous, comment ça va finir? On fait quoi? Je ne sais pas. Je pense que l'État est plus puissant que vous le croyez, que sa base bourgeoise ne s'amenuise pas tellement, mais que effectivement il y a les divisions que vous avez dites, mais la situation est explosive, hein, on le sait, on l'a vu depuis plusieurs années. Et on verra bien. Merci beaucoup. Bonjour Sylvester, comment se passe la sécurité? On n'a pas encore commencé là. Tout se passe bien? Ouais, ça va.
Bonjour Monsieur Poisson. Alors, comment ça se passe cette soirée? Ah, ça se passe très bien, il y a beaucoup de monde. On voit pour une fois, c'est pas la première fois, mais pour une fois, beaucoup de gens venus d'horizons et de formations politiques différentes échanger et se trouver côte à côte ou à la tribune ou dans les gradins. Et c'est très réconfortant, je pense que c'est indispensable de montrer que les conservateurs sociaux peuvent se réunir et échanger des idées de manière très calme et tranquille et qu'ils convergent sur beaucoup de points. Alors j'ai vu qu'il y avait de très jolies filles, mais dites-moi, l'union de la droite, c'est plutôt pour sauver l'argenterie de la Baronne ou pour donner du travail à Kevin dans la Creuse? C'est un peu les deux, mais c'est surtout pour essayer de redonner à la France ce qu'elle a perdu. C'est-à-dire un certain nombre de ses traditions, un certain nombre de ses habitudes de vie, un certain nombre de ses certitudes, une bonne partie de son rayonnement et de sa force. Les situations personnelles sont évidemment incluses dans ce grand projet de redressement de notre pays. Et évidemment, ce que je vois derrière votre question taquine, c'est qu'il n'y a pas de projet politique digne de ce nom qui ne s'adresse pas à tous les Français, quels qu'ils soient. Donc après l'union de la droite, c'est l'union des Français en fait qu'il faut faire. Mais je suis persuadé que l'union de la droite est une forme de chimère. Vous ne mettrez pas, dans l'état actuel des choses en tout cas, vous ne mettrez pas d'accord des formations politiques comme les Républicains et le Rassemblement National qui se tapent dessus à qui mieux mieux depuis 40 ans. Vous n'allez pas par un coup de baguette magique, même si les circonstances le rendent indispensable ou nous y obligent, ils ne le feront pas. Et comme je dis de temps en temps, il y a 500 000 adhérents dans les partis politiques, 44 millions de lecteurs, 73 millions de Français. Il faut s'adresser aux 73 millions de Français. Dans un récent sondage Ipsos, l'environnement et la pérennité du système social apparaissent comme étant les deux sujets prioritaires. Comment y répondre? Il faut d'abord constater que les sujets prioritaires, ces sujets sont prioritaires parce qu'ils rejoignent des inquiétudes des Français. Sur le système social, c'est parfaitement fondé puisqu'il est à la merci maintenant de la logique marchande et de la privatisation généralisée qui est la philosophie du chef de l'État. Sur l'environnement, disons que cette inquiétude est assez largement renforcée par la communication dominante des médias qui en rajoutent beaucoup sur le sujet, qui nous présentent l'apocalypse comme un événement qui arrive dans les prochains jours. Donc je pense qu'il faut traiter cela pour de vrai, que le système social dépend de décisions politiques que nous connaissons. C'est simplement la réduction de la voilure de l'État et des dépenses de l'État qui permettra de sauver notre système social. Quant à l'environnement, il faut avoir en tête que c'est d'abord un problème culturel avant d'être un problème législatif. Mais plus généralement, je suis frappé de voir ces jours-ci qu'on est dans l'incohérence. Emmanuel Macron est à New York pour parler de l'environnement et sa majorité pendant ce temps-là défend la création artificielle d'orphelins avec la loi de la procréation médicalement assistée à l'Assemblée nationale. Autrement dit, il faudrait respecter la nature partout, sauf quand ça concerne l'être humain. Il y a quelque chose de très contradictoire et très angoissant dans cette contradiction. En France, pour revenir à la France, on a des paysans qui se suicident tous les jours. Des parkings, des stades de foot qui sont construits sur des sols cultivés. C'est vraiment très grave. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce sujet-là? Ou est-ce que s'il n'y a rien à faire, c'est fini? Non, il n'y a pas rien à faire du tout. Ce qui tue notre pays, c'est la métropolisation. C'est-à-dire ce mouvement complètement dingue selon lequel on force les Français à se rassembler de plus en plus dans les très grands ensembles urbains. Et évidemment, maintenant que les ensembles urbains sont pleins, on va chercher l'espace pour les loger et pour faire travailler, pour donner du travail à nos concitoyens. Là où il y a de la place, où y a-t-il de la place? Réponse, là où il y a des champs, des forêts et où on ne demande entre guillemets qu'à construire du béton. Les Français ont abandonné leur terroir. Mais ils n'ont pas abandonné leur terroir, on les a contraints à le faire. Vous savez, quand on voit l'engouement de tous les marchés des produits du terroir, vous passez dans toutes les provinces, tout l'été, vous vous promenez partout en France, il y a des marchés de produits locaux. On met en valeur des fermiers qui viennent vendre leur production maraîchère, le produit de leur élevage, leur lait, leur fromage, etc. Il y a un engouement des Français pour leurs racines et leur terroir. Le problème, c'est que quand on les contraint à habiter en dehors, quand on ne leur donne plus la possibilité d'habiter ce terroir, ma foi, ils sont eux aussi en situation de survie. Donc il y a un mouvement de reconquête des territoires ruraux qu'il faut engager. Ça se fera au détriment des métropoles, ça doit se faire et c'est possible. Vous avez parlé d'inquiétude. Aujourd'hui, il y a 4 grandes peurs chez les Français qui correspondent à leurs niveaux sociaux. Pour les plus pauvres, c'est le grand remplacement. Pour les classes moyennes, c'est le grand déclassement. Pour les bobos, c'est le grand réchauffement. Et paraît-il
pour l'élite, c'est le grand renversement. À qui faudrait-il faire le plus peur en réalité ? Moi je pense que la responsabilité des élites dans cette affaire est colossale. En ce sens, j'assume parfaitement le fait qu'en disant ça, on va me traiter de populiste, mais d'abord, je m'en fous, premièrement, et deuxièmement, je crois que il n'y a jamais eu, autant qu'aujourd'hui, une caste dirigeante d'oligarques puissants à la tête de l'État qui, en fait, se soucient d'abord de leurs propres intérêts, de leur propre préservation. Les ennemis de la France sont là aujourd'hui, très clairement. Il y en a qui se dévouent, qui continuent de faire ce qu'ils peuvent là où ils sont. Je n'ignore rien de tout ça et c'est vrai. Mais il y a beaucoup de profiteurs. Et ce sentiment des gilets jaunes que j'ai suivi avec une grande attention depuis 1 an, d'être sans cesse spoliés, à qui on demande des efforts de plus en plus douloureux et difficiles, sans qu'ils n'en tirent aucune espèce de bénéfice, mais que ceux qui sont en situation d'en profiter, eux, continuent d'en profiter et en profitent de plus en plus. C'est ça qui produit la colère, au fond. Parce que les lois liberticides ont augmenté depuis les Gilets jaunes, en plus. Oui, mais vous savez, quand on n'est pas content de son peuple, on le fait taire. C'est comme ça que s'installent les dictatures. Elles s'installent par le silence, pas par... Alors aujourd'hui, maintenant, Macron fait son mea culpa par rapport à ça. Il parle d'immigration, en tapant dessus. À quoi il joue ? Il joue, il fait son métier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il profite de la crédulité d'une partie des Français pour leur faire croire qu'il traitera ce sujet alors qu'il ne le traitera pas, d'ailleurs, comme il n'a pas traité les autres. Et comme jusqu'ici tout le monde le croit, il continue. Il aurait tort de se gêner, d'une certaine façon. C'est à nous d'apporter aux Français la preuve du fait que nous sommes encore dans une espèce d'enfumage généralisé, comme d'ailleurs depuis le début du quinquennat. On parle beaucoup d'enracinement, on parle jamais d'anciennement. Alors d'après vous, comment est-ce qu'on se relie au ciel ? D'abord par l'usage de la raison. Ceux qui sont familiers de la transcendance, que ce soit sur le plan religieux ou sur le plan simplement intellectuel ou spirituel, savent bien que la meilleure manière de s'élever ou d'essayer de trouver un peu d'élévation, c'est de contempler la nature et d'essayer de la comprendre. En regardant et en respectant la nature, on comprend qu'effectivement notre destin n'est pas circonscrit dans son sein et qu'on nous attend ailleurs que sur Terre. Et donc je pense que la réhabilitation de la raison et de la rationalité dans le débat public peut contribuer aussi à faire en sorte qu'on retrouve un peu de distance, un peu d'élévation, un peu de sens de la méditation. C'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui. Finalement, un retour au réel. Ah oui, un retour au réel, mais je vois bien d'où vient votre question. Retour au réel, bien sûr. Et la meilleure manière d'y revenir, c'est de le faire avec son intelligence. Ils sont où les kebabs, les gars ? Les kebabs, là, à la Cimette India, là, ils sont où ? C'est du jambon, c'est islamophobe, putain, du jambon, les mecs. Ils sont où les kebabs ? Les kebabs ! C'est un détecteur à musulmans. Jacques Attali a dit en septembre 2010 sur le plateau de Ce soir ou jamais que l'Europe doit accepter sa dimension musulmane et que l'islam est un atout extraordinaire pour la France. Qu'en pensez-vous ? J'hésite entre dire que c'est une parole de collaborateur. Pardon pour j'aime pas beaucoup ce genre de mots, mais à ce degré d'assouvissement et d'avilissement, j'ai un problème de vocabulaire, encore que c'est aussi une sorte d'imposture intellectuelle de la part de quelqu'un qui a une réputation d'intelligence dont je vois qu'elle est usurpée, et je me souviens que beaucoup de ses livres ont été faits d'emprunt. En tant qu'avocat, vous défendez la liberté d'expression. Que pensez-vous de l'influence des GAFA sur elle, qui aujourd'hui sont en train de tout refermer ? Mais moi, je me suis exprimé dans plusieurs articles du Figaro où dire qu'il y avait un vrai danger pour les libertés, la loi Avia. La loi Avia est un vrai danger pour les libertés parce qu'en vérité, elle donne, c'est pas seulement que les GAFA aient peur d'avoir une amende, elle donne en vérité une autorisation aux GAFA qui ne demandent pas mieux de brider la liberté de penser. Et à l'intérieur de cette liberté de penser, je constate déjà que les GAFA ont tendance à avoir la main un peu plus lourde en ce qui concerne la droite et la lutte contre l'immigration massive et illégale plutôt que la gauche. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement dangereux. Je vois le CSA
Et peut-être on terminera là-dessus parce que je n'ai pas trop de temps. Mais je vois aussi le CSA qui a pris une décision il y a 2 jours qui est épouvantable. Le CSA a pris la décision de mettre en demeure RMC, une radio que je connais bien, RMC, pour avoir laissé un de ses éditorialistes, un de ses intervenants, dire que le Parti communiste avait été du côté de la collaboration pendant la guerre, et le RMC et le CSA considéraient que c'était sans vouloir faire de l'histoire, que c'était de la polémique, etc. Alors ça veut dire qu'on n'a pas le droit plus le droit de faire de la polémique. Et d'autre part, je note quand même que en plus c'était l'exacte réalité. Le Parti communiste français a été interdit en 1939 par le gouvernement français parce qu'il avait applaudi au pacte germano-soviétique entre Hitler et Staline. Et le Parti communiste français a fait paraître dans les premiers jours de l'invasion par l'Allemagne nazie de la France, il a fait paraître l'Humanité qui a souhaité la bienvenue aux soldats allemands et a injurié les juifs Blum, les juifs Mandel et le juif Mock. C'est la réalité qu'on n'aurait pas le droit de dire. Non mais ça fait extrêmement peur. Frédéric Sinclair, bonjour. Bonjour. Dans votre intervention, vous avez bien distingué l'ethnie de la culture. Pourtant, certains pensent que la culture est le fruit de l'ethnie. C'est-à-dire, comment est-ce que la culture française aurait pu naître en Afrique, parce que la culture africaine aurait pu naître en Europe. C'est pas possible. Est-ce que, pour vous, l'ethnie et la culture sont liées ? Alors, qu'elles soient liées, c'est une certitude. De la même façon que je distingue le culturel et le cultuel, les deux sont pourtant liés aussi. En revanche, la question, c'est celle de la priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire ? Je crois que c'est un attachement culturel qui nous définit, et la preuve, c'est que les jeunes, aujourd'hui, immigrés, qui arrivent en France, peuvent être parfois, parce que la lutte pour y venir a été forte, plus attachés aux valeurs qu'ils vont trouver que ceux qui sont nés sur ce sol-là, qui auraient dû être attachés normalement, naturellement, à cette culture-là, et qui ne le sont pas. Soit parce que ce sont des jeunes issus de l'immigration et qu'ils ont un attachement beaucoup plus fort à une culture importée, ethnique, étrangère, peu importe, soit parce que ce sont des Français, comme on les appelle, des deux souches, qui rejettent eux aussi violemment la culture française. Donc on voit bien que pour adhérer à la culture française, premièrement, il ne suffit pas d'être blanc. Il y a toute la gauche qui a fracassé la culture française, qui a travaillé à la saper, à détruire les fondements de la civilisation. On dirait qu'ils en ont honte. Mais ils en ont honte, en réalité. C'est-à-dire que l'idéologie gauchiste est réellement un dépeçage de tout ce qu'on a construit de beau, j'allais dire, dans l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'en fait, on déracine l'homme. L'homme qu'ils créent, les libéraux, et que les socialistes ensuite prennent en main au moment de la révolution industrielle et puis de l'émergence du socialisme au XIXe siècle. C'est un homme abstrait, un homme sans racines, un homme déconnecté de son territoire, c'est-à-dire de son territoire, pas seulement de son lieu de naissance, mais du lieu dans lequel il vit, avec ce socle culturel dont je vous parlais, qui donne sa spécificité à ce territoire pour construire Versailles. Il faut être imprégné de cette culture française, il faut avoir envie de la faire vivre pour qu'aujourd'hui on dise aux Français, on va développer une politique civilisationnelle digne de ce nom et on va emmener les Français autour d'un projet de résurgence civilisationnelle globale. Il faut les connecter au territoire, et les Français montrent d'ailleurs régulièrement leur attachement au patrimoine, ce qui prouve bien qu'il y a une appétence pour ce retour de la civilisation. À ce propos, comment limiter cet islamisme culturel sans mettre fin au gouvernement des juges et briser la chaîne associations-tribunaux administratifs, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, qui bloquerait toutes les lois et les décrets allant dans ce sens? Il y a aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui verrouillent toute modification sérieuse de la politique qu'il est possible de mener et qui soit alternative à tout ce qu'on fait depuis à peu près 70 ans. Donc, la menace pendant le XXe siècle était une menace totalitaire, c'était la menace du communisme, et cette menace-là, depuis 1917 jusqu'à 1989, elle a été croissante. Que liée face à une menace politique totalitaire,
un attachement très fort aux libertés fondamentales, à la forme que la société civile a pris petit à petit, et au modèle alternatif qui était le libéralisme économique globalement et puis celui des droits de l'homme, c'était compréhensible. Sauf que la menace a muté. Il n'y a plus de totalitarisme aujourd'hui soviétique qui nous menace. La menace aujourd'hui, elle est culturelle, civilisationnelle. Donc il faut qu'on arrive à adapter les structures juridiques de manière à se protéger, comme les anciens au XXe siècle se sont protégés contre le communisme, qu'on puisse se protéger contre cette entreprise mondialisée de déconstruction de nos civilisations, de nos valeurs, de nos attachements, de notre patrimoine, de nos mœurs, de nos traditions, pré-1950, pré-inflation des droits de l'homme. Et donc, on sort de la CEDH, on réforme l'article 55 de la Constitution qui nous oblige à transcrire dans le droit français toutes les mesures du droit international. Il y a une révolution de mentalité qui est nécessaire, et puis de pratique. Je vous dis pas que ça va être facile. Je vous dis que si on fait pas ça, on meurt. On a fabriqué un homme abstrait, politiquement abstrait, et ensuite, au moment de la révolution industrielle, on a fabriqué un homme économiquement abstrait, que Marx a repris, que les socialistes ont repris. D'ailleurs, les droits de l'homme, finalement, on y retrouve les 10 commandements. On a l'impression que c'est une reprise de toute une tradition ancestrale sous une nouvelle forme un peu plus politique. C'est la théorie de Carl Schmitt, donc, qui veut que tous les concepts de l'État moderne soient des concepts chrétiens sécularisés. En réalité, on a été bien au-delà, on a décorrélé d'un socle traditionnel, et c'est-à-dire de la continuité. Les hommes ont besoin de ça finalement. Ils montrent aujourd'hui dans leur attachement à leur patrimoine, à leurs mœurs, à leurs traditions, ils montrent que on ne peut pas vivre de façon abstraite. On a besoin de concret, on a besoin de local, on a besoin que notre environnement ne se transforme pas chaque matin. Cet ancrage conservateur au local, au territoire, c'est quelque chose finalement que les Français, me semble-t-il, que les Français vivent de façon tout à fait naturelle. Ne faudrait-il pas revenir sur le principe absolu de non-discrimination, comme le préconise Jean-Louis Harwell ? Le terme discrimination, qui est un terme que, en tant que mathématicien, j'ai beaucoup utilisé parce qu'on discrimine constamment. Discriminer, ça veut dire distinguer. Donc, sans discriminer, vous distinguez pas. Et quand vous allez chercher un tout petit peu dans les dictionnaires, vous vous rendez compte que la capacité à discriminer, c'est-à-dire à distinguer, à séparer les éléments pour les analyser de façon disjointe, c'est la condition de l'intelligence. Donc, effectivement, cette obsession de l'égalité et de l'uniformité tue l'intelligence politique. Vous qui parlez de tradition, est-ce qu'on peut encore tendre vers ce but, vu l'état actuel de notre civilisation, la perte de son héritage, notamment chrétien ? Ça va être dur. Ça va être dur. Il y a un gros combat à mener, c'est un combat sur les idées, c'est pour ça que je ne suis pas engagé en politique, mais que je suis un intellectuel qui écrit des bouquins et des articles, c'est parce que je pense qu'on a un gros dialogue à lancer entre Français. On a besoin de réfléchir, on a besoin de clarifier les concepts, on a besoin de repenser nos traditions, pas seulement nos mœurs, on a besoin de repenser nos traditions intellectuelles, nos traditions de pensée. On vit dans un monde de clowns ? De clowns, je sais pas, mais de clones, ça c'est sûr. Parce que justement, vous nous dites qu'il faut repenser des concepts, qu'il faut peut-être à notre tour maintenant déconstruire le mythe du progrès. Et que pensez-vous justement de ce concept de droite qui est le clown world de Honk Honk ? Chez nous, où ? C'est pas les Américains, vous dites ? Ah non, c'est la reprise. D'accord. Il faut être extrêmement vigilant et pas se flageller de trop. C'est ce que disait tout à l'heure Guillaume Bigot, et pour le coup, j'ai pas eu le temps de parler, mais j'étais assez d'accord avec lui. Faut faire attention au basculement d'un extrême à l'autre. Effectivement, il y a un certain nombre de choses à changer. On n'est pas en train de se clownifier. En réalité, c'est beaucoup plus grave que ça. On peut disparaître, on peut se fossiliser, on peut perdre notre civilisation, se faire racheter par les Chinois, comme c'est en train de se passer déjà pour une partie de nos terres, une partie de nos hôtels. Donc, quand je vois ça, ça me fait penser à Quotidien. Bonjour.
Je vous offre un Hong Kong. Ça vous dit quelque chose? J'ai pas compris. N'aie pas peur. Un Hong Kong, ça te dit quelque chose? C'est quoi? Tiens, c'est un clown. C'est pour toi, mon garçon. Bonne soirée. La question de la civilisation, c'est pas une farce. Alors c'est comme ça qu'on appâte les clients avec des bonbons? Ouais, bah ouais. Il y a du porc dedans. Paul-Marie, bonsoir. Bonsoir. À chaque fois que vous avez soutenu un candidat, il a perdu. Ce soir, vous êtes là, vous soutenez l'union de la droite. Je ne soutiens pas de candidat, je m'en garde. Ils ont perdu parce qu'ils m'ont pas écouté, vous savez, c'est tout. Alors pour l'avenir, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ben d'abord, l'avenir, c'est la mort de Jacques Chirac. C'est vrai, c'est la vraie mort de Mitterrand, en fait. Je me disais ça tout à l'heure. Est-ce qu'elle marque justement la fin définitive d'une certaine époque? Oui, c'est ça, exactement. Ça marque une certaine époque, une époque qui a été dominée pour la politique française dans son ensemble et pour la droite en particulier, par l'épouvantable piège de Mitterrand, relayé épouvantablement par Chirac. Enfin, ces deux-là sont morts, c'est symbolique. La mort de Chirac prouve que cette espèce de terrible mur, rideau de fer entre des droites qui ont quand même beaucoup de choses à se dire, la preuve est faite aujourd'hui, il fallait s'en débarrasser. J'ai tout fait pour y arriver trop tôt, à partir de 2002. J'ai créé un parti politique, ça a échoué, le ciel. Bien d'autres l'ont fait. À Béziers, Ménard a essayé de le faire, ça n'a pas marché. Il y a eu l'appel d'Angers, ça n'a pas marché. Et là, ça marche. Là, vraiment, c'est naturel. Il y a des gens du Front National, il y a eu Collard, il y a pas assez de gens du Front National d'ailleurs, mais enfin, il y en aurait bien d'autres qui auraient aimé venir et qui viendront. À ce propos, Hollande disait en 2016 qu'il fallait que la gauche fasse harakiri pour renaître. D'après vous, à droite, qui doit se faire harakiri? Les libéraux? Oui. Pardon d'être si direct. Les libéraux, parce qu'ils doivent se rendre compte d'abord que le libéralisme ne veut plus rien dire. Le mot libéral est quand même un très beau mot. Mais enfin, il a plongé dans le non-sens. Et je pense que cette droite, au fond très axée sur les paradigmes de la gauche, et notamment le progrès. C'est très bien d'avoir placé le progrès au centre de nos débats, parce que le progrès, c'est ce qui a fait la base de toutes les gauches, y compris la partie de la droite qui a été au fond centriste. Bon. Et ça, si on pulvérise cette espèce de socle idéologique progressiste, on va retrouver des droites qui naturellement s'entendront avec autre chose comme paradigme. Ça ne veut pas dire qu'il faut récuser le mot progrès, mais il faut plus que ce soit notre paradigme. Il ne faut pas que systématiquement ce qui soit neuf soit dit supérieur à ce qui est ancien et récuse le passé. À partir du moment où on sort de cette obsession des Lumières du XVIIIe siècle qui a tout bouffé dans la politique française, y compris la droite, on respire, on se parle, on crée de nouveaux paradigmes. Moi, je propose le paradigme de nature et je crois que ça peut réunir, vous savez, Peggy disait tout ce qui élève unit. Ça peut réunir beaucoup de gens. Si on s'élève sur des paradigmes assez forts, on peut réunir même les murs et les barrières entre les partis paraîtront dérisoires. Et c'est ce qui commence aujourd'hui. De la gauche souverainiste à la droite illibérale en passant par une droite alternative, peut-être? Moi, je crois beaucoup à l'étanchéité d'une certaine façon. L'étanchéité, elle n'était pas idéologiquement, elle n'est pas entre la droite parlementaire et la droite radicale. Elle est entre la droite et la gauche. Je crois que la droite et la gauche n'ont jamais été séparées si violemment aujourd'hui. Cependant, vous avez 76% des Français aujourd'hui qui ne croient plus, qui ne se retrouvent plus en l'idée de droite et de gauche. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de droite. À ce propos de la droite, ce soir, il y a un énorme angle mort. On voit qu'il y a deux sujets qui préoccupent le plus les Français, c'est l'environnement et le maintien du système social. Comment on leur parle à ces gens-là, notamment aux abstentionnistes? Écoutez, le système social, je crois qu'il est récusé par tout le monde maintenant. C'est même aperçu que plus on redistribuait, plus ça coûtait cher et moins ça sert à grand-chose. Donc, c'est quand même épouvantable. Des instruments régaliens, je ne sais plus quel intervenant disait, la moitié des hélicoptères français ne peuvent pas voler et pourtant la France est le pays de la plus grande pression fiscale. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Ça veut dire que vraiment, l'argent est incroyablement mal utilisé. Et ça, les Français le savent. Ça, c'est même pas la peine d'en faire une affaire politique de droite
droite et de gauche. Je crois que massivement les Français le savent. Et ils savent qu'ils n'y arriveront pas avec cette nomenclature au pouvoir. Ils savent très bien qu'il faut faire un grand coup de balai. Sur ce sujet, comme sur l'autre d'ailleurs, sur l'immigration, tout ce qu'on a essayé est raté, onéreux, coûteux et sans suite. Même non seulement sans suite, mais avec des suites dramatiques. Donc je pense qu'on va complètement... Je suis assez optimiste. Je crois qu'on va vraiment complètement changer de logiciel, de paradigme et de classe politique. Mais Macron n'est plus soutenu que par les immigrés et les boomers. Ouais, c'est ça. Une certaine partie des grands bourgeois, c'est tout. Ça fait quand même pas une base électorale. Je crois que c'est pas 3 blocs. Il y a un bloc national qui est largement majoritaire. Simplement, il n'a pas trouvé de voie d'expression. Il n'a pas trouvé ses mots, ses paradigmes, ses partis politiques. Ils ont tous trahi. Ils ont tous chinoisé. Vous pensez pas qu'à un moment donné, il faut faire une guerre de génération? Il va falloir faire quand même le procès des boomers qui ont réussi à liquider une civilisation en moins de 50 ans? C'est ce qui se passe. Peut-être que cette liquidation sera violente. Vous savez, on fait pas d'histoire sans violence. Je crois même que la violence politique est appelée, alors pour le meilleur et pour le pire, à de grands jours. Mais je crois que la place nette que je vois arriver, elle est là, elle est en train de se construire. Mais les résistances en face sont telles qu'on fait ce que nous a dit aujourd'hui Enthoven, qui est venu nous cracher à la figure en disant... au fond, vous êtes perdus, vous perdrez l'élection, toutes les élections, vous sortez de l'histoire. La violence sera sans doute nécessaire en face des réactions des grandeurs d'établissement, comme on disait au grand siècle. Mais il n'en faudra pas beaucoup pour que le peuple, qui est ultra majoritaire et majoritairement fixé sur les intérêts nationaux, les intérêts précis, permanents de la France, va reprendre le pouvoir. Bonjour Laurent. Bonjour. Tout se passe bien aujourd'hui? Très bien, extrêmement bien. La vie est belle. Est-ce que vous pensez que les petits Babtou fragiles sont prêts pour la guérilla? Je ne sais pas. Moi-même, je suis pas du tout sûr de l'être. À mon avis, on a plus globalement à perdre qu'à gagner parce que on a toujours grandi dans une situation de confort à 21 degrés. On imagine même plus qu'ont vécu les anciens, nos ancêtres, il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ou 3 générations. Donc à mon avis aujourd'hui, si une situation comme celle que je décris arrive, c'est-à-dire il fait froid, il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'État, le citoyen extrêmement dépendant que nous sommes sera très vite dans une situation très préoccupante à mon avis. Et aujourd'hui, on en est à quel chapitre de ton livre ? Alors là, clairement, on est au chapitre, on va dire 0 ou -1. Le chapitre d'avant, c'est-à-dire que toutes les conditions du drame sont en place, mais l'étincelle, l'élément déclencheur n'est pas encore arrivé. Et il peut être multiple, ça peut être, comme je le décris dans Guérilla, un flic dans une cité qui pète un plomb et qui sort son arme, ou une crise économique, une crise sociale, les forces de l'ordre sont à bout, l'économie est extrêmement préoccupante, toute la situation est extrêmement... tendu, on va dire. Donc on n'a pas une scission justement qui est en train de se faire entre un monde qui est en train de se paupériser et un monde un peu plus riche. Le côté technocratique et le côté contre la technologie. Alors il y a effectivement cette rupture, cette partition sociale entre les classes populaires et l'élite. C'est une partition matérielle évidemment, une partition spatiale, géographique et une partition morale aussi. Parce qu'on a cette élite qui est obligée d'être progressiste. Quand on est de l'élite, on est obligé, c'est comme ça. On a tel tableau, on a tel véhicule, on joue au golf et on pense progressiste. Et quand on est la France d'en bas, on a des passions opposées. Et donc cette rupture grandit de jour en jour et le lien évidemment me paraît de moins en moins existant. La société fait illusion parce que il y a cette pression sociale, il y a la police, il y a encore l'électricité, ça marche encore, on a tous encore quelque chose à perdre, donc ça tient. Mais j'ai l'impression que si l'électricité est coupée, si la police n'est plus là, si l'État s'effondre, je sais pas ce qui restera de ce lien social artificiel. D'après toi, on va aller jusqu'à la partition ou entre deux, on peut jouer autre chose ?
C'est difficile à dire parce que il y a aussi l'habileté politique. Là, aujourd'hui, la classe supérieure ne semble ne pas du tout se rendre compte en fait de ce qui est en train de se jouer, ne comprend pas que en méprisant à ce point-là la démocratie, l'opinion populaire, en essayant de la conditionner, de la matraquer, de la criminaliser dans ses inquiétudes, elle se la met totalement à dos. Elle ne le voit pas encore. Mais peut-être que si elle s'en rend compte et qu'elle joue un jeu plus habile, c'est-à-dire des propos qui vont dans son sens, des mesures même très symboliques qui vont dans son sens, elle pourra peut-être résorber le lien qui est le gouffre qui est en train de se créer. Cédric Villani, par exemple, quand on lui demande l'intelligence artificielle, les mathématiques appliquées, très bien, mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Il sait pas quoi répondre. Alors, le problème des gens comme Cédric Villani, moi j'aime bien son travail, hein, je me suis intéressé à sa vulgarisation, je trouve que c'est plutôt bien fait. Par contre, ces gens-là, malheureusement, quand ils sont dans leur domaine, ils sont très bons, mais ça n'a pas de rapport en fait ce qu'on lui demande là. C'est-à-dire que vous demandez à Picasso son avis sur, je sais pas, la salaison des huîtres, il aura pas d'avis pertinent. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Et malheureusement, j'ai constaté que ces gens-là, qui étaient très intelligents et brillants dans un domaine précis, étaient très souvent extrêmement naïfs d'un point de vue moral. C'est-à-dire qu'ils adoptaient très bêtement le dogme dominant. Et donc c'était complètement navrant quand ils étaient confrontés aux réalités de tous les Français aujourd'hui, et ils ne le voient même pas en fait ce problème. C'est ça, il est capable de résoudre des équations différentielles à n degrés, des machins, des trucs, et quand on lui demande à quoi ça sert, pourquoi, il n'y a plus personne, quoi. Malheureusement, c'est l'hyperspécialisation. Aujourd'hui, on est poussé à ça, c'est-à-dire qu'on est dans un domaine très précis, on est cloisonné, on a notre carrière, on a nos amis, on a notre petite existence, et tout est fait pour nous divertir, avec les médias notamment, d'une vision d'ensemble plus générale. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas des ponts, tu vois, entre des intellectuels comme toi et des scientifiques comme lui qui n'a pas ta vision, et vice-versa en même temps? C'est-à-dire que pour lui, il a sa spécialité et il a son confort de vie, il est dans la France qui gagne, donc il aurait tout à perdre à s'afficher ou à parler avec des gens comme moi. L'instinct de survie les pousse à suivre ce qu'ils perçoivent comme étant de la norme sociale, tout simplement pour rester dans le groupe. C'est peut-être le grand drame de notre époque, c'est que les gens raisonnent pas par eux-mêmes et suivent leur instinct de survie, c'est-à-dire celui du groupe. À ce propos, est-ce que tu as un message à dire aux Français, aux gens qui vont nous regarder là, sur Internet, aux gens de chez nous? Est-ce que tu as un truc à leur dire? Je dirais que, comme tout le monde, on suit tous notre stratégie à court terme, c'est-à-dire effectivement on court pour rester à la même place, on est le hamster dans la roue. On se dit on a beaucoup à perdre, on a la carrière, on a la famille, on a la maison, on est dépendant de tout un tas de choses, de notre place dans ce monde-là. On a la terreur, comme tout animal domestique, de l'abandon, de la mise à l'écart, de l'ostracisme. C'est pour ça qu'on adopte des opinions très conformes et qu'on évite soigneusement de réfléchir au sens de notre vie, qui n'en a plus beaucoup. Donc, moi, c'est ça que j'essaie de dire dans mes livres. Arrêtez-vous 5 minutes, réfléchissez. Peut-être que votre boulot n'est pas si important que ça. Peut-être que le divertissement que vous subissez vous éloigne de problèmes très graves et critiques pour l'avenir, votre avenir et celui de vos enfants. J'essaie d'attirer l'attention sur notre état de dépendance, de servitude volontaire, hein, finalement. Parce que on est nous-mêmes ces animaux, on se met en cage, on donne au système, à notre maître, toutes les armes pour faire de nous des choses. On donne aux écrans des pouvoirs fantastiques. Donc finalement, nous voulons cette situation. Mais à un moment donné, notre confort à court terme, peut-être nous éloigne d'un sens, d'une existence, d'une identité, d'une liberté. Alors la liberté, c'est un risque, je sais très bien. C'est peut-être pas confortable, c'est difficile des fois, c'est angoissant. Il y a des douleurs, mais c'est le prix justement de la vie finalement. Donc c'est un peu le message que je passe dans mes livres. Est-ce qu'on est déterminé seulement par notre biologie, ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose en plus qui est de l'ordre de, je sais pas moi, de la transcendance, de la grâce? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à incorporer pour l'instant, ou c'est plutôt le darwinisme social qui te parle le plus? Quand j'étudie les individus, j'ai plus tendance à vraiment être froidement cliniquement biologique, on va dire, parce que je vois pas de transcendance là-dedans pour l'instant. Après, rien n'interdit, on est un peu fait pour ça aussi. T'es pas fermé à ça? Ah non, mais bien sûr, et de toute façon, on a tous notre spiritualité, nos doutes, on est fait pour croire aussi, bien évidemment. On croit que le soleil va être là demain, alors que absolument on n'a pas de preuves. Enfin, il n'y a pas de
on n'en est pas sûr, mais on pense que ça va être le cas, on pense qu'on va exister demain, et on existe demain. Donc on est fait un peu pour croire. On a cette part en nous qui est très profonde. Donc moi je dis pas du tout qu'il faut renoncer à ça. Au contraire, je trouve que là on perd en spiritualité énormément aujourd'hui, avec justement nos cerveaux qui sont hyper stimulés, qui sont gavés. Je sais plus quel est le taux de publicité qu'on se prend dans la tronche par jour, mais notre cerveau est complètement en veille aujourd'hui. Et de retrouver justement ce calme, ce silence, cet écart par rapport à ce monde-là permettrait de retrouver une spiritualité intéressante. Chose de plutôt monastique. C'est vrai, mais moi j'aime bien, enfin j'ai un côté un peu monastique moi-même, j'aime bien me retirer de ça, d'arrêter la course et de réfléchir, enfin aux choses simples, quoi, de regarder les plantes, d'étudier l'environnement, sans subir justement la mode, le temps, l'excitation nerveuse de ce système médiatique. D'ailleurs, l'écologie, c'était avant les moines des abbayes qui entretenaient les terres. Là, pour le coup, le circuit court, il était là. C'est sûr que faire tout soi-même, c'était absolument radical en plus. On se prenait moins la tête. Exactement, et ils le faisaient très bien, et je pense que leur vie était assez satisfaisante de ce point de vue-là. Laurent, tu es en train de nous dire que tu te coupes du bruit extérieur pour écouter le bruit intérieur ? Ah bah un peu, non mais forcément, il y a une introspection qu'on doit tous mener, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est là, on calcule le temps de sa vie, on se dit plus le temps passe, plus ça va être court, plus on a de vécu, plus notre perception du temps se raccourcit, donc on n'en a pas pour longtemps, on part du principe qu'il y aura peut-être rien après. Donc à un moment donné, il faut quand même se réfléchir au sens de tout ça, quoi. Est-ce que c'est bien de continuer à jouer ce jeu, à être le jouet de ce système-là, ou est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à faire ? Et qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants aussi ? Surtout, voilà, parce qu'aujourd'hui, on a perdu complètement cette idée de transmission. C'est qu'on est sur l'idée, c'est nous maintenant, jouissons, et le reste, on s'en fout. Mais non, la vie, justement, c'est la transmission avant tout. Amen. Amen. Merci. Merci à vous. Laurent Alexandre, bonsoir. Est-ce qu'on peut vous appeler LA ? On m'appelle comme on veut. Eh bien, enchanté alors, LA. Vous alertez les élites et l'opinion publique sur les nouvelles mutations économiques induites par la 4e révolution industrielle. Aujourd'hui, pensez-vous que les idées conservatrices, ou disons traditionnelles, permettront au peuple de profiter de l'IA plutôt que d'être écrasé par elle ? Je pense que si les nationalistes, si la droite traditionnaliste ne fait pas un effort et ne prend pas en compte la révolution technologique, nous aurons une vassalisation, une colonisation technologique dans le futur. Donc si on n'intègre pas les nouvelles technologies, si on n'en devient pas maître, si on ne devient pas leader, oui, nos petits-enfants auront mandarin en première langue et français en option langue régionale. Donc pour vous, on peut être nationaliste et bioconservateur ? Pour moi, il est impossible d'être nationaliste et bioconservateur, car si on est bioconservateur, on perd la bataille technologique, et donc on devient vassal, on devient une colonie technologique, et donc c'est pas vraiment la définition d'un nationalisme réussi. LA, vous avez plusieurs casquettes. Y a-t-il un manque de passerelle entre les entrepreneurs et les intellectuels ? Oui, il y a très peu d'entrepreneurs qui s'intéressent à la vie intellectuelle. C'est dommage. C'est d'ailleurs pour ça que les discours intellectuels sont parfois des discours peu pragmatiques, des discours en chambre, parce que les intellectuels n'ont jamais mis les mains dans le cambouis et ne connaissent pas la réalité de l'économie. LA, vous êtes à la fois entrepreneur et scientifique. L'aventure politique vous tente-t-elle ? Je risque pas de me présenter à la mairie de Paris parce que je vis à Bruxelles et j'ai pas l'intention de devenir maire de Bruxelles. On voit très bien que la nouvelle économie a envoyé chez Macron les winners de l'économie de la connaissance et de l'intelligence artificielle, et puis que les gens qui ont le plus de difficultés dans cette nouvelle économie sont au Rassemblement national, sont à droite. C'est terrible de voir à quelle vitesse il y a une diminution de l'attrait pour la vie des gens qui sont les perdants de l'économie de la connaissance. On ne les a pas assez bien formés, on ne les a pas envoyés dans les bonnes filières, et il se crée un gap absolument terrible entre ce que Harari appelle les dieux de l'intelligence artificielle et puis les inutiles qui sont les perdants de cette économie parce qu'ils ne sont pas formés pour y réussir.
La gauche et son revenu universel a lâché le peuple au profit des robots, d'après vous? Une partie de la classe politique est prête à abandonner le peuple au revenu universel parce que c'est plus simple de donner le revenu universel aux gens que de réformer l'éducation nationale. Que pensez-vous de la Chine avec son système d'intelligence artificielle développé mais avec un serveur très étatisé? Alors la Chine est un exemple parfait de ce qu'on appelle une technotature ou une dictatech, c'est-à-dire une dictature qui s'organise autour de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs centaines de millions de caméras de surveillance dopées à l'intelligence artificielle en Chine, bientôt 1 milliard. Et en Chine, l'intelligence artificielle commence à retirer des points aux citoyens qui ne se comportent pas bien. Déjà, près d'une dizaine de millions de Chinois ne peuvent plus prendre l'avion ou le train parce que l'intelligence artificielle leur a retiré trop de points. Comment l'immigration doit être-elle refondée face à ce nouveau paradigme de l'intelligence artificielle et de la nouvelle économie de la connaissance? Le modèle français d'immigration a échoué. La communautarisation et la ghettoisation se développent dans beaucoup de banlieues. Donc il faut aller vers des systèmes plus pragmatiques qui ont mieux marché. Le système suisse, par exemple, d'une immigration régulée, choisie par la population, me paraît une bonne solution. Et d'ailleurs, la Suisse n'a aucun problème de communautarisation ni de ghettoisation comme on l'a chez nous. C'est, à mon avis, dans cette direction qu'il faut regarder davantage que vers le 9-3. À ce propos, LA, pourquoi vous voulez faire interdire cette carte? Je vous la donne. Je me suis toujours opposé à la diffusion de cette carte. Je considère qu'il n'est pas politiquement opportun de la diffuser. J'ai même écrit un papier dans Le Monde dans ce sens. Je suis un opposant à la diffusion de cette carte. Vous justifiez les différences sociales par le QI, mais vous refusez de passer sur d'autres faits scientifiques. Je suis un opposant à la diffusion de ce type d'informations. On n'a pas parlé des gilets jaunes. Les gilets jaunes du début, les gilets jaunes authentiques, ceux que Macron a défigurés. Un mot pour eux? Dès le début de la crise des gilets jaunes, j'ai pris position en faveur des gilets jaunes. Même si mes propos lors de ma conférence à l'école polytechnique ont été déformés par des extrémistes qui m'ont fait dire le contraire de ce que j'y avais dit. Je pense que nous avons un devoir important pour aider les perdants de l'économie de la connaissance à remonter dans le train. Ça suppose de réformer l'éducation et puis la formation professionnelle des adultes. C'est un effort immense qu'il faut mettre. Il faut moins dépenser dans la santé, davantage dans l'éducation et la formation professionnelle dans les décennies qui viennent. C'est un choix politique très dur, mais qui est nécessaire. Sinon, l'intelligence artificielle va produire à jet continu de plus en plus de gilets jaunes, c'est-à-dire de perdants de l'économie de l'intelligence artificielle. À ce propos, le mot de la fin, est-ce que vous avez un message à dire aux Français qui vont vous regarder? Il faut s'engager en politique pour changer le futur. Et puis, il faut que la France redevienne une grande puissance technologique. Donc il faut faire pression sur les élites, sur nos gouvernants, pour que le budget de la recherche augmente. Et il faut pousser les entreprises à investir davantage dans les technologies qui vont faire la puissance des nations au XXIe siècle. Faire attention aux dérives alors dont on a parlé. Il faut toujours faire attention aux dérives de la technologie. Mais il vaut mieux quelques dérives technologiques plutôt que pas de technologie et devenir une colonie de la Chine. On prend une distance, je te vous vois. Oui, d'accord. Je pense que c'est mieux de casser dans la distance. Ça vous gêne pas la musique? Ça va aller? Non, c'est un micro qui isole bien. Il a fait les gilets jaunes, il a fait des explosions. Bonsoir Marion. Bonsoir. Alors, comment ça se passe? Bah écoutez, très bien, on arrive au bout de la journée. On a eu une succession d'interventions à la fois dynamique, beaucoup de débats contradictoires et d'idées nouvelles pertinentes. Je pense qu'on a l'objectif est atteint pour les organisateurs, puisque le but c'était un peu d'en faire une première édition pour finalement un point de référence pour toutes les familles de droite pour débattre, réfléchir. On a vu des élus issus du Rassemblement National et de LR s'associer à l'exercice. Donc ça aussi, c'est un petit pas réalisé en vue de briser les digues finalement partisanes d'hier. Donc en tout cas, de mon point de vue, c'est très positif. C'est quoi la suite?
La suite, ce sera d'avoir, j'imagine, des conventions annuelles. Donc il y aura encore probablement 2 autres éditions avant les présidentielles. Donc j'espère que d'année en année, cette convention prendra de l'ampleur, prendra de la légitimité. J'espère qu'elle arrivera à s'ouvrir encore davantage, à capter encore plus de personnes issues de courants divers et variés, et qu'elle réussira à porter intellectuellement des idées pour tous les grands défis du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'après avoir fédéré les droites, c'est de fédérer les Français, on peut le dire comme ça ? Oui, mais moi je ne considère pas que l'union des droites est une fin en soi. Enfin, ça, on est dans la stratégie électorale, mais la fin en soi, c'est que des idées nationales, patriotes arrivent aux affaires, au bénéfice des Français, de leur protection, de leur bien-être, de leur prospérité, de leur identité. Et voilà. Donc je pense que, selon moi, l'une des étapes passe par le fait de sortir un peu des guéguerres partisanes qui contribuent à diviser des gens issus de courants de droite, alors même que, selon moi, ils partagent quand même une grande partie de constats et de solutions en commun. Voilà, après, on verra ce que disent les égos humains et les logiques de parti, mais en tout cas, on gagnerait beaucoup de temps si on parvenait à dépasser ça. Ça, c'est certain. On est en train, avec cette convention, de construire les réseaux qui, demain, permettront précisément de mettre en place ces stratégies. Donc bon vent, comme on dit en Bretagne, et voilà. Et tout commence aujourd'hui. Et une dernière question. Cette dynamique notamment de jeunesse qui se met en place, donc que vous incarnez avec aussi Candace Owen outre-Atlantique, est-ce que vous pensez que dans un futur proche, elle va triompher justement de ce progressisme ? Alors déjà, je suis de moins en moins jeune, mais c'est vrai qu'à force de me dire que je représente la jeunesse, un jour ce sera plus vrai, mais merci, vous savez parler aux femmes en fait, c'est ça. Mais oui, moi je suis assez optimiste, d'ailleurs on le voit bien dans le mouvement général de la jeunesse française européenne, qui a quand même une réaction, j'ai presque envie de dire, de survie. Et c'est d'ailleurs assez encourageant, malgré une propagande quand même médiatique assez active, de constater que le bon sens donne encore des réflexes, si vous voulez, d'analyse et de réaction qui sont assez sains, et notamment auprès de la jeunesse. Donc moi je n'ai pas de doute sur le fait que ces idées nationales, patriotes arrivent aux affaires. Maintenant le tout est de construire les fondations suffisamment solides en termes de réseau, en termes de soutien, en termes de financement, en termes de compétences, pour que ce ne soit pas seulement une élection qui soit gagnée, mais un pays qui soit sauvé par un bon gouvernement. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment c'était cet événement ? Vraiment exceptionnel, c'était vraiment génial, on s'attendait à avoir pas mal de monde, effectivement on a eu pas mal de monde, des interventions très très intéressantes. J'espère que l'année prochaine ce sera tout aussi bien. Qu'est-ce que tu as retenu ? Le monde principalement, vu que j'étais principalement occupée à l'accueil. Tu as beaucoup travaillé, alors du coup t'as rien écouté. Pas tant que ça, mais en tout cas j'ai vu beaucoup d'engouement de la part des gens, donc le peu que j'ai écouté c'était très intéressant quand même. Beaucoup de jeunes ? Oui, beaucoup de jeunes, de Racines d'Avenir, Cercle Audace, beaucoup de jeunes, très intéressants aussi. Des beaux mecs, des jolies filles ? Ça, c'est les goûts de chacun.